Le 10 octobre 2025, le Sahel perd son verrou hydraulique. En quelques heures, une fermeture ordonnée fracture un ordre hérité, fait trembler les marchés et révèle un contraste brutal entre souveraineté proclamée et pénurie immédiate. Que doit comprendre un foyer, un agriculteur, un État quand l'eau devient l'axe d'un bras de fer mondial, selon Ibrahim Traoré? Un pays teste ses limites, sous le regard du monde. Cette séquence ne cherche pas à juger un geste, mais à le mesurer. Elle donne une grille concrète pour comprendre impact, risque, marge d'action. Au centre, une tension nette apparaît. La souveraineté revendiquée peut renforcer l'autonomie, mais elle peut aussi déclencher des coûts immédiats que ni l'État ni les ménages ne peuvent ignorer. L'objectif est double: identifier ce que le Burkina Faso peut gagner en contrôle effectif et ce qu'il risque de perdre en stabilité économique, sociale et diplomatique. L'analyse avance étape par étape, sans slogan. Elle suit un fil simple. Un choc technique devient un choc politique, puis un choc logistique, avant de se transformer en test de gouvernance. À mesure que l'eau se raréfie, d'autres dépendances surgissent: données, maintenance, arbitrage, relations régionales. C'est là que Ibrahim Traoré Burkina Faso devient plus qu'un nom, un point de bascule. Une question restera suspendue: le pays peut-il transformer la rupture en capacité durable ou seulement en symbole coûteux? En moins de 24 heures, l'approvisionnement en eau recule d'environ 30% dans plusieurs zones clés. Ce chiffre ne décrit pas seulement une pénurie, il dévoile une dépendance plus profonde que prévu, enfouie dans la manière dont le système était piloté. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au cadre silencieux qui a précédé le 10 octobre 2025. Pendant plus de 70 ans, la gestion des grandes infrastructures hydrauliques a reposé sur des entreprises étrangères avec des contrats techniques, des flux de données et des chaînes de décision largement délocalisées. Le résultat était paradoxal: une stabilité opérationnelle visible, mais une souveraineté fonctionnelle limitée. Tant que le pilotage restait externe, les volumes circulaient, les routines tenaient et l'État pouvait paraître maître d'un service essentiel. Dès que ce pilotage est interrompu, l'architecture de contrôle se fissure en cascade. La fermeture ordonnée ne suspend donc pas seulement un flux d'eau, elle interrompt un circuit de maintenance, d'arbitrage et d'information qui reliait le Burkina Faso à des acteurs extérieurs. Ce détail change l'échelle du choc. Lorsque l'eau baisse, les données météorologiques, les prévisions agricoles et certaines coordinations logistiques se grippent à leur tour. L'urgence devient alors un problème de gouvernance. Anticiper, planifier, répartir, expliquer, tenir. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme le déclencheur d'un diagnostic forcé. La rupture transforme la souveraineté en question concrète. Qui contrôle les stations? Qui lit les données? Qui décide des priorités? Qui assume le coût des erreurs? La crise met à nu des failles structurelles que des années de gestion externalisée avaient masquées. Mais elle ouvre aussi un espace inédit. En révélant les points de dépendance, elle oblige à reconstruire des capacités locales, à penser des règles nouvelles et à tester des responsabilités qui n'avaient plus été exercées pleinement. La question devient alors précise. Ce dévoilement brutal est-il un passage obligé pour bâtir un contrôle durable ou un risque excessif pris sans filet? Dans les jours qui suivent, la crise cesse d'être abstraite. Elle prend un visage, une géographie, des habitudes brisées, puis réinventées. À Ouagadougou, dans le quartier de Tanguine, les habitants se regroupent autour des points d'eau encore fonctionnels. Sans attendre un ordre formel, des comités informels apparaissent. Ils fixent des horaires, établissent des règles de partage, organisent des priorités pour les familles les plus exposées. Rien n'a de spectaculaire, mais tout est décisif. Cette micro-organisation évite les ruées, réduit les tensions, transforme la rareté en gestion provisoire. L'objectif n'est pas de défier l'État, c'est de combler un vide opérationnel minute après minute. En milieu rural, près de Kongoussi, la réponse suit une logique différente. Des producteurs agricoles rouvrent d'anciens canaux d'irrigation laissés à l'abandon. Ces systèmes rudimentaires, moins dépendants des réseaux centralisés, sauvent une partie des cultures et limitent la rupture de production.
Là encore, le geste n'est pas une innovation miraculeuse. C'est un retour à des solutions locales adaptées, activées sous contrainte. Ces deux scènes dessinent un même personnage collectif, une société qui ne se contente pas d'attendre. La décision associée à Ibrahim Traoré agit comme un déclencheur indirect. Elle expose des fragilités, mais révèle aussi des capacités d'amortissement souvent invisibles en temps normal. Ce n'est pas encore une solution nationale. C'est un réflexe de survie qui dit quelque chose de plus profond. La souveraineté n'existe pas sans mécanisme quotidien pour la faire tenir. Le véritable test commence dans l'exécution. Avant l'aube, l'ordre hydrique paraît stable. Après l'aube du 10 octobre 2025, il est interrompu. Et tout s'accélère. D'abord vient l'activation. À 6h12, des techniciens burkinabés prennent le contrôle des principales stations hydrauliques de la rivière Sahel, escortés par des unités militaires. Le geste est concret, il ne ressemble pas à une annonce, mais à une bascule. Les routines changent immédiatement. Code d'accès, en procédure, priorité. En quelques minutes, l'infrastructure cesse d'obéir à un centre de gravité extérieur. Elle passe sous un contrôle national qui doit, du jour au lendemain, assumer la totalité de l'exploitation. La première fracture n'est pas l'eau qui manque, c'est l'architecture de décision qui se déconnecte. La chaîne technique se casse là où l'on l'attend le moins. Les flux d'informations, jusque-là continus, deviennent discontinus. Les opérateurs locaux doivent improviser des ajustements. Les équipes apprennent en faisant. Chaque erreur coûte plus cher qu'avant parce que le filet externe n'existe plus. La transition n'est pas un transfert doux, elle est un arrêt, puis un redémarrage sous pression. Ensuite, la séquence monte vers un point critique. Dans l'heure qui suit, donc les premiers signes d'instabilité apparaissent là où l'on espérait une simple transition. Les prévisions et les coordinations logistiques se mettent à dérailler. Les données météorologiques, auparavant gérées par des entreprises européennes, cessent de fonctionner. Ce détail semble secondaire. Il est central. Sans information fiable, l'anticipation recule, la planification devient plus risquée, l'État perd une partie de sa capacité à arbitrer calmement. La crise s'élargit. Ce n'est plus une question de distribution, mais de gouvernance. L'incertitude gagne la ville et les campagnes. Les ménages se préparent. Les marchés s'ajustent. Les acteurs économiques réduisent leurs engagements. Les tensions montent sans exploser parce que la société cherche déjà des amortisseurs. Les comités de quartier, les règles locales, les priorités improvisées apparaissent comme des réponses immédiates. Qu'elles ne remplacent pas point pas l'État. Elles empêchent le chaos, puis survient la confirmation publique. À 8h30, la confirmation publique intervient, Ibrahim Traoré valide l'opération. Le geste devient un message politique. Il s'adresse à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Il transforme une action technique en récit national. Ce moment fige l'événement. Désormais, il n'est plus possible de le réduire à un simple incident. Il devient un point de rupture. À l'international, la réaction se durcit rapidement. Des voix occidentales évoquent des sanctions économiques. On parle de suspension de prêts. On mentionne des pressions sur les circuits financiers. Le mot sabotage circule dans certains commentaires, non comme preuve, mais comme cadrage. Et la scène se déplace. Le Burkina Faso se retrouve au centre d'un affrontement de récits. Acte imprudent, disent certains. Acte nécessaire, répondent d'autres. Enfin, le choc se prolonge en réplique. Les jours suivants installent deux mouvements simultanés. D'un côté, les perturbations s'étendent. L'eau manque davantage dans certaines zones. Les prix se tendent. La nervosité s'accumule. Les entreprises évaluent le risque d'isolement. Les ménages ajustent leurs habitudes. De l'autre, l'organisation locale s'épaissit. Des quartiers rationnent, des campagnes réhabilitent des canaux, des solutions provisoires se multiplient. Ce n'est pas une victoire, c'est un tampon. La séquence ressemble à un basculement en 3 temps, prise de contrôle, validation politique, propagation des effets. La question n'est plus de savoir si le geste a eu un impact. Elle est plus exigeante. Le pays peut-il transformer une rupture brutale en trajectoire maîtrisée, sans perdre l'essentiel en route ? Avant la fermeture, l'approvisionnement reposait sur un flux continu et centralisé. Après le 10 octobre 2025, il devient fragmenté, instable, arbitré localement. Cette bascule se lit d'abord dans les chiffres disponibles, imparfaits mais révélateurs, parce qu'ils donnent une échelle au choc.
et empêche de réduire l'événement à une simple déclaration politique. Le premier indicateur est celui qui frappe immédiatement les usagers, la baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau observée dans plusieurs zones clés. Cela signifie qu'un tiers des volumes habituels n'arrive plus. Ce recul n'est pas seulement une pénurie ponctuelle. Il indique que la continuité du service dépendait d'une chaîne technique et décisionnelle dont une partie essentielle se situait hors du contrôle national. Tant que le pilotage externe restait intact, le système tenait. Dès qu'il est interrompu, la marge d'ajustement local apparaît insuffisante. Le chiffre ne dit pas où l'eau disparaît exactement, ni comment chaque quartier est touché, mais il fixe une réalité. La transition n'est pas marginale, elle est structurelle. Et cette structure, longtemps invisible, est désormais mise à l'épreuve à ciel ouvert. Ce premier chiffre entraîne aussitôt un effet secondaire. L'arbitrage. Quand les volumes diminuent, l'État et les collectivités doivent décider qui reçoit, quand et selon quelle priorité. L'eau devient un objet de gouvernance quotidienne. Les comités urbains, les horaires de partage, les règles improvisées ne sont plus des détails de crise. Ils constituent une forme de politique publique provisoire née d'un manque. La donnée de 30% agit donc comme un révélateur double. Elle mesure la contrainte matérielle et elle expose en creux l'architecture de décision qui doit être reconstruite. Le second indicateur concerne l'économie de tous les jours. Une hausse d'environ 20% du prix du carburant dans les jours suivant la décision. Cette hausse renchérit le transport et le coût de la vie. Ce chiffre joue le rôle d'un multiplicateur. Lorsque l'eau devient rare et que l'énergie se renchérit, l'impact ne reste pas cantonné aux stations hydrauliques. Il traverse les chaînes logistiques, déplacement des personnes, acheminement des produits, fonctionnement des petites entreprises, coût de production, pression sur les marchés. L'incertitude s'exprime souvent d'abord par les prix, parce qu'ils réagissent plus vite que les administrations ne s'adaptent. Ce 21% ne décrit donc pas une simple variation sectorielle. Il indique le niveau de sensibilité de l'économie nationale à une rupture de flux et la vitesse à laquelle une crise hydrique peut devenir une crise de pouvoir d'achat. Le troisième chiffre, plus lent mais plus profond, situe le choc dans une longue durée. Plus de 70 ans de gestion hydraulique confiée à des entreprises étrangères. Cette durée explique l'absence d'alternatives locales immédiatement opérationnelle. Cette période n'est pas une accusation, elle est un contexte. Un modèle peut produire de la stabilité tout en désapprenant des compétences, procédures, maintenance, lecture des données, en fait protocole de décision. En s'étendant sur des décennies, l'externalisation crée un paradoxe. Le pays possède des infrastructures, mais il ne possède pas entièrement la capacité de les gouverner sans soutien. Quand la décision du 10 octobre coupe le lien, la reprise de contrôle devient nécessairement coûteuse au départ parce qu'elle impose de réinventer des réflexes techniques et organisationnels qui avaient été déplacés ailleurs. Pris ensemble, ces trois indicateurs encadrent la discussion au lieu de la trancher. Ils montrent une perte mesurable à court terme, une pression économique immédiate et une profondeur historique qui rend toute transition brutale. Ils expliquent aussi pourquoi la décision associée à Ibrahim Traoré ne peut être évaluée uniquement comme un symbole. Elle force un pays à reconstruire des capacités concrètes. Ça avec des coûts visibles et des bénéfices qui ne peuvent apparaître que progressivement. La question devient opérationnelle, presque comptable. Comment réduire ces écarts sans recréer une dépendance équivalente sous une autre forme? La fermeture de la rivière Sahel a cristallisé un clivage net parmi les observateurs. Les deux lectures dominantes s'appuient sur des arguments solides, mais elles deviennent trompeuses lorsqu'elles sont prises comme des vérités exclusives. Une première lecture insiste sur le risque excessif. Pour de nombreux analystes internationaux, la rupture décidée par Ibrahim Traoré ressemble à une prise de risque disproportionnée. Leur raisonnement suit une logique simple: couper un approvisionnement vital sans solution technique pleinement opérationnelle expose le pays à une contraction durable. C'est la baisse de l'eau disponible
fragilise immédiatement les ménages urbains, surtout lorsque les prix se tendent et que l'incertitude perturbe les circuits logistiques. À ce choc s'ajoute la menace de sanctions, la suspension de prêts ou le retrait d'investisseurs, qui pourraient réduire la capacité budgétaire de l'État. Dans cette lecture, l'intention de souveraineté ne suffit pas. Elle doit être jugée à l'aune d'une exécution et d'un coût social que le pays pourrait ne pas absorber. Une seconde lecture met en avant la nécessité historique. La nécessité historique. A l'inverse, une partie des acteurs africains et de la société burkinabé défend l'idée que cette rupture était inévitable. Leur argument est structurel. Maintenir un système hydrique contrôlé de l'extérieur revient à accepter une dépendance indéfinie. Et les coûts immédiats existent, mais ils sont perçus comme le prix d'une réappropriation durable. Les initiatives locales apparues après la fermeture, comités urbains, réactivation de canaux ruraux, arbitrage de voisinage, sont citées comme preuve d'une capacité d'adaptation longtemps sous-estimée. Dans cette perspective, le court terme difficile est une étape, non un verdict. Mais un point échappe souvent aux deux camps. Les chiffres disponibles suggèrent que les deux lectures captent chacune une part de réalité. Le choc est réel, mais la dépendance antérieure rendait toute transition forcément abrupte. La question n'est donc pas seulement rupture ou statu quo. Elle devient rupture improvisée ou rupture accompagnée. Autrement dit, l'enjeu se déplace de la légitimité du geste vers la capacité à le transformer en processus maîtrisé. Audit, compétences techniques, règles de partage, coordination territoriale et gestion des pressions diplomatiques. La véritable ligne de fracture n'oppose pas la prudence à l'audace. Elle oppose la souveraineté comme proclamation à la souveraineté comme compétence reconstruite, mesurable et durable. Un détail change tout. Ce qui semblait n'être qu'une crise d'approvisionnement révèle une bascule de pouvoir plus profonde. En quelques jours, la fermeture de la rivière Sahel déplace le centre de gravité. Des contrats internationaux vers des décisions locales, souvent improvisées mais concrètes. Le changement ne vient pas d'un nouveau traité, ni d'un investissement massif. Il vient d'une réorganisation forcée des responsabilités, rendue visible à l'échelle des quartiers et des villages. À ce stade, le geste associé à Ibrahim Traoré cesse d'être seulement défensif. Il devient un révélateur de capacités latentes. Les collectivités locales découvrent qu'elles peuvent décider, arbitrer et coordonner, même sous contrainte. Les citoyens comprennent que l'accès à l'eau n'est plus garanti par un acteur lointain, mais conditionné par des règles qu'ils contribuent eux-mêmes à définir. Cette prise de conscience modifie la nature du débat public. On parle moins d'intention, plus d'exécution. Le point médian est là. La crise n'est plus uniquement subie, elle commence à être appropriée. Le pouvoir ne circule plus seulement du haut vers le bas, il se fragmente, se redistribue, parfois maladroitement. Cette dynamique n'efface ni les pénuries ni les risques, mais elle introduit une variable nouvelle, l'apprentissage collectif sous pression. Les effets de la fermeture de la rivière Sahel ne se répartissent pas uniformément, ils se déclinent selon les acteurs, leur marge d'action et leur exposition au risque, dessinant une cartographie nette des fragilités immédiates et des gains possibles. L'événement agit comme un prisme, il révèle qui dépend d'un flux centralisé, qui peut s'adapter et qui doit inventer des règles nouvelles pour tenir. Dans ce contexte, la décision associée à Ibrahim Traoré ne se mesure pas seulement en intention politique, mais en conséquences vécues, jour après jour, sur la coordination, les prix, les usages et les relations extérieures. Pour l'État, la conséquence la plus visible est une pression accrue sur la capacité de coordination. La baisse d'environ 30% de l'approvisionnement oblige à arbitrer entre usages concurrents et à gérer des priorités souvent contestées, surtout lorsque l'information devient incomplète ou discontinue. Le capital symbolique peut se renforcer auprès d'une partie de la population, mais il devient conditionnel. Il dépend désormais de résultats opérationnels, pas d'un récit. Si la transition échoue, la légitimité accumulée autour d'Ibrahim Traoré peut se retourner rapidement en critique sur l'exécution. Pour les entreprises, le choc est d'abord logistique et financier, car l'incertitude se répercute immédiatement sur les coûts. La hausse d'environ 20% du prix du carburant renchérit le transport, fragilise les marges
et pousse certains acteurs à différer des investissements, en particulier dans l'agroalimentaire et le transport. Les entreprises dépendantes de flux réguliers subissent des retards et des ruptures qui réduisent la confiance et augmentent le risque perçu. En parallèle, quelques opportunités émergent. Maintenance d'infrastructures, distribution alternative, services de proximité. Mais elles bénéficient surtout à ceux qui peuvent agir vite et opérer à petite échelle. Pour les citoyens, l'impact se lie dans les usages quotidiens et dans la montée des solidarités. En zone urbaine, la rareté de l'eau transforme la routine en organisation. Rationnement, horaires de collecte, priorités établies par des comités informels qui limitent les conflits ouverts. L'augmentation des prix pèse sur le pouvoir d'achat et amplifie la vulnérabilité des familles les plus exposées, obligeant à des arbitrages domestiques plus durs. En milieu rural, un peu la situation est contrastée. Certains producteurs maintiennent une partie des cultures grâce à la réactivation de canaux d'irrigation, tandis que d'autres restent dépendants d'un réseau centralisé devenu instable. Pour la région, l'équilibre géopolitique se déplace et la séquence devient un signal pour les voisins. Les pays proches observent l'évolution entre crainte d'instabilité et opportunité de coopération, car l'eau n'est jamais une affaire strictement nationale lorsqu'elle s'inscrit dans des interdépendances de données, de marchés et de sécurité. Le Burkina Faso apparaît à la fois comme un risque systémique et comme un laboratoire politique. Si la transition se structure, elle peut inspirer des initiatives similaires. Si elle s'enlise, elle renforcera les arguments en faveur du statu quo. Dans les deux cas, la décision validée par Ibrahim Traoré change la manière dont la souveraineté est perçue, comme une promesse ou comme une épreuve à assumer. À partir des dynamiques observées depuis le 10 octobre 2025, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent donc pas l'avenir. Elles structurent ce que l'on peut attendre et surtout ce que l'on peut décider sans se piéger dans des paris irréversibles, dans une trajectoire de stabilisation sous contrainte. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso parvient à limiter les effets les plus graves du choc sans retrouver une normalité complète. Les audits techniques avancent, des réparations ciblées réduisent progressivement les pertes et la gestion locale de l'eau se normalise à travers des règles plus claires. Les tensions diplomatiques restent fortes, mais demeurent contenues, évitant une spirale de sanctions généralisées. L'économie fonctionne au ralenti, l'inflation reste élevée, les marges des entreprises restent sous pression et l'État doit arbitrer constamment entre urgence sociale et maintien des capacités techniques. La souveraineté progresse mais au prix d'un ajustement fragile où chaque incident rappelle l'incomplétude de la transition. Dans une trajectoire plus favorable, réorganisation et coopération régionale. Ici, la crise joue un rôle de catalyseur. Les compétences locales se renforcent plus vite que prévu, soutenues par des investissements ciblés et une mobilisation technique cohérente. Les collectivités deviennent des relais stables plutôt que des dispositifs improvisés. Des accords légers émergent avec des pays voisins pour mutualiser informations, pratiques et coordination, sans recréer une dépendance unilatérale. Des solutions sobres, canaux gravitaires, systèmes solaires, distribution décentralisée, réduisent la vulnérabilité au réseau centralisé. La transition gagne en crédibilité. Le pays démontre qu'une rupture peut se transformer en apprentissage, puis en capacité durable. Dans ce scénario, la figure d'Ibrahim Traoré reste associée à une bascule, mais l'essentiel se joue ailleurs, dans l'exécution, la formation et la constance, dans une trajectoire d'enlisement et d'isolement, enlisement et isolement progressif. Dans la trajectoire la plus défavorable, les infrastructures continuent de se dégrader et les mécanismes de soutien social s'essoufflent. Les pressions extérieures se durcissent, l'accès au financement et aux importations stratégiques se réduit et les pénuries s'installent. Les prix restent durablement élevés, la fatigue sociale augmente et les initiatives locales atteignent leurs limites faute de relais nationaux. La crise hydrique bascule alors en crise de gouvernance. La capacité d'arbitrage se fragmente, les tensions deviennent chroniques et la promesse de souveraineté se transforme en coup politique. Une recommandation de méthode s'impose.
Investir dans l'adaptabilité. Quel que soit le scénario, la règle la plus robuste consiste à privilégier des capacités réversibles, formation courte, maintenance locale, données fiables, règles territoriales simples. La flexibilité vaut plus qu'un pari. Pour le public urbain, l'enjeu se traduit d'abord par une adaptation quotidienne, presque invisible mais épuisante. Les coupures d'eau imposent de réorganiser les horaires, de multiplier les allers-retours, de mutualiser les réservoirs et de renforcer des solidarités de voisinage. Lorsque la rareté devient routinière, elle change la manière de vivre. On calcule, on économise, on hiérarchise. La contrainte rend aussi lisible des fragilités longtemps cachées. Un service essentiel n'est jamais acquis. Il dépend d'une chaîne de décision, de maintenance et de confiance. Pour les acteurs économiques locaux, la période est ambivalente. Les petites entreprises subissent la volatilité des coûts et l'irrégularité des flux, ce qui freine l'investissement et pèse sur l'emploi. L'augmentation du carburant renchérit chaque trajet, chaque livraison, chaque production. Mais la crise crée aussi un marché d'ajustement. Réparation, maintenance, distribution alternative, solutions de proximité. Certaines activités se contractent, d'autres émergent, le choc agit comme un filtre, éliminant les modèles trop dépendants et ouvrant un espace à des pratiques plus résilientes, souvent plus sobres. Pour les communautés rurales, l'impact est profondément concret, car l'eau conditionne directement la production et la sécurité alimentaire. La réactivation de canaux anciens montre une capacité d'adaptation, mais elle exige du temps, une discipline collective et une coordination minimale. Chaque réussite protège une saison, chaque échec fragilise un village. La transition devient alors une expérience vécue, pas un débat lointain. Enfin, pour les jeunes et les acteurs civiques, sécher la crise peut devenir un catalyseur d'engagement. Organiser des pointes de collecte, médiatiser les priorités, apaiser les tensions lors des rationnements. Ces gestes transforment une situation de stress en apprentissage de responsabilité partagée. Deux actions simples émergent pour le lecteur. S'informer au-delà des récits simplistes et soutenir les initiatives locales crédibles car elles stabilisent là où l'État ne peut pas tout de suite. La transition engagée après la fermeture de la rivière Sahel ne peut tenir sans une séquence d'actions lisibles, coordonnée et mesurable. À ce stade, l'enjeu n'est plus l'intention politique, mais l'exécution. La souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit par des procédures, des compétences et des indicateurs de progrès. D'abord, il faut auditer et sécuriser techniquement le réseau. Dans les 6 prochains mois, les infrastructures hydrauliques doivent faire l'objet d'un audit national complet. L'objectif est d'identifier les points de rupture, les dépendances technologiques et les pertes critiques. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, des équipes d'ingénieurs nationaux peuvent être mobilisées pour reprendre le contrôle opérationnel des stations clés. La mesure de succès est simple: diminution progressive des interruptions non planifiées et meilleure continuité des volumes distribués. Ensuite, il faut reconstruire des capacités locales et la chaîne de maintenance. La reprise de contrôle exige plus que des ordres. Elle exige des techniciens formés, des protocoles, des pièces disponibles et une capacité à intervenir rapidement. Des programmes courts, orientés vers l'application pratique, doivent reconstituer un socle de compétences en exploitation, maintenance et lecture des données hydriques. L'indicateur, capacité à résoudre une panne sans dépendre d'un relais externe et réduction du temps moyen d'intervention. Puis, il faut restaurer une information fiable pour anticiper plutôt que subir. La crise a montré que la donnée météorologique et la prévision sont des infrastructures invisibles. Il faut reconstruire des systèmes de collecte et de traitement d'informations, même à échelle minimale, afin d'éviter une gouvernance à l'aveugle. Le critère amélioration de la planification, meilleure allocation des priorités et baisse des décisions prises uniquement dans l'urgence. Après cela, il faut intégrer les dispositifs citoyens dans un cadre clair. Les comités apparus dans l'urgence doivent être reconnus, assez encadrés et reliés à des règles territoriales simples. Qui décide, à quel niveau, selon quels critères et comment gérer les conflits. L'objectif
n'est pas de bureaucratiser l'entraide, mais de la stabiliser. La mesure, diminution des tensions locales et continuité plus régulière des accès. Enfin, il faut ouvrir une coopération régionale maîtrisée. Une concertation légère avec les pays voisins du Sahel peut mutualiser informations et bonnes pratiques sans recréer une dépendance unilatérale. Le succès se mesure par la résilience accrue, pas par des annonces. À Tinguine, les seaux alignés au petit matin sont devenus plus qu'un outil domestique. Ils rappellent les premiers jours, lorsque l'eau a cessé d'être un service silencieux et s'est transformée en décision collective, minutée, discutée, parfois disputée. Dans cette scène simple, un pays a compris que la souveraineté ne vit pas dans les discours, elle vit dans les files d'attente, les horaires, les compromis et la capacité à tenir ensemble quand le flux se fragilise. Avec le recul, la décision validée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme un coup isolé que comme un moment de vérité. Elle a forcé le Burkina Faso à regarder en face ses dépendances, ses failles techniques, mais aussi ses réflexes d'organisation. Les comités de quartier, les canaux réhabilités, les arbitrages locaux ne sont pas des solutions définitives. Ce sont des signaux. Ils disent que le pays apprend sous pression et que cet apprentissage peut devenir une force s'il est structuré. Une souveraineté réelle commence par un effort partagé. À ce stade, l'histoire de la fermeture de la rivière Sahel ne se résume plus à une décision gouvernementale. Elle devient un miroir tendu à l'ensemble de la société. Chaque acteur, citoyen, responsable local, entreprise, observateur extérieur, se retrouve face à une question simple. Comment accompagner une transition sans la réduire à un affrontement idéologique, ni l'idéaliser comme un récit parfait? Le Burkina Faso avance sur une ligne étroite. D'un côté, la tentation du jugement hâtif, du slogan ou du repli. De l'autre, la possibilité d'un apprentissage collectif, imparfait mais progressif. La trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré ne demande pas une adhésion aveugle. Elle exige une attention soutenue, critique et informée, capable de distinguer l'intention de l'exécution, le symbole de la compétence. Pour le lecteur, l'invitation est simple, continuer à observer, à comparer les résultats, à valoriser les initiatives locales qui fonctionnent et à refuser les récits simplistes qui effacent la complexité. Au-delà des frontières, cette séquence interroge aussi notre regard. Sommes-nous prêts à laisser un pays expérimenter, se tromper, corriger et persister sans l'enfermer dans un rôle de modèle ou d'avertissement? La question reste ouverte, et c'est précisément là que réside l'enjeu, comprendre, dialoguer et mesurer.